Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Pour me vanter, ça n'est pas pour me vanter, mais je ne sais pas par où commencer. Allez, peut-être par des données chiffrées. Données chiffrées donc au 14 décembre 2020, 58 282 décès, 2896 malades actuellement en réanimation, 25 449 actuellement en hospitalisation, pour un total de 2 379 915 cas de Covid recensés depuis le début de cette pandémie. 2020, année de merde. Virus, trouille, première ligne, infantilisation, masques, gestes barrières, vaccins, couvre-feu, interdiction d'ouverture, activités non essentielles, attestation de déplacement dérogatoire. Voilà les mots et les expressions à la mode en 2020. Ça fait plutôt rêver, non? Mais il faut bien vivre avec, parce que le Covid est toujours là, qu'il continue à tuer et que ça pourrait durer. N'empêche, l'exaspération monte, la colère devant des prises de décision incompréhensives également. Et puis, il y a les saloperies du quotidien qui, elles, n'ont pas signé de trêve. Un exemple toulousain parmi tant d'autres. Mort le 23 novembre dernier, à l'âge de 83 ans, Gilbert Vivien était l'inventeur du bleu-bleu, espèce de guinguette informelle sur bord de Garonne, calée depuis une quarantaine d'années à quelques centaines de mètres du pont de Blagnac. Lieu atypique, totalement en dehors des clous, construit dans l'illégalité la plus complète, le bleu-bleu était un lieu sauvage dans un coin de nature désordonnée. Même si la construction d'un golf il y a une paire d'années avait commencé à grignoter la zone. Au bleu-bleu, on pouvait boire une bière ou un soda, se faire un barbecue entre copains, jouer aux cartes sur les tables en béton ou simplement regarder la Garonne passer. Pour ma part, j'y allais régulièrement goûter avec un groupe de jeunes lorsque nos sorties en VTT nous amenaient à circuler de ce côté-là de la Garonne. Eh bien, figurez-vous que l'endroit a été rasé à coups de pelleteuse à peine 15 jours après la mort de Gilbert Vivien. Décision de la mairie de Toulouse et de la préfecture de la Haute-Garonne qui ont alors parlé de la démolition d'un bâtiment, je cite, illégal, présentant une dangerosité structurelle. Vous me direz, rien de scandaleux au vu de la précarité du bâtiment et de l'illégalité réelle de sa construction. Sauf que dans le même temps, Olivier Arzac et la mairie de Toulouse avaient semblé engager un dialogue avec le collectif Bleu-Bleu qui défendait le maintien de cette guinguette bohème dans ce coin du nord toulousain. Pas besoin de vous dire que ce collectif est plutôt colère et se sentent floués. On s'est fait enfumer, déclarait l'autre matin l'un d'entre eux à la Dépêche. Un peu comme si, après avoir promis au DAL 31 et à la Fondation Abbé Pierre un maintien de leur structure et de leur activité sur la zone de l'hôpital Lagrave actuellement en cours de démolition, le candidat Moudenc, élu maire depuis juin dernier, faisait volte-face et refusait d'honorer cette promesse. Mais je suis bête, ça aussi ils viennent de le faire. Pas de doute, les canailles nous gouvernent. Mais je ne voudrais pas finir l'année sur ces nouvelles plutôt aigres. Allez, réjouissons-nous plutôt de la bonne nouvelle de la semaine. Après 3 ans de gouvernance négative, Jupiter vient enfin d'être positif à quelque chose. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, le dernier de l'année, réalisé par Marc Lazaro en direct depuis le studio de Radio Campus à Paul Sabatier.
Oui, vous avez bien entendu, retour du direct pour Caramel Mou après 2 mois d'émission confinée. Allez, ce soir, on écoutera des échos des 3 manifs de mardi après-midi dernier. Il y en avait 3, toutes concernant le monde des artistes et du spectacle vivant. Cherchez l'erreur. On téléphonera à Martine Legrand, la directrice de la scène nationale d'Albi, qui a réouvert hier sa salle de spectacle. Elle nous dira dans quelles conditions. Manuel Pomar, notre spécialiste des arts visuels, viendra nous faire le compte rendu de ces manifs de mardi après-midi. Et puis ce soir, je suis entouré de notre bon professeur Thibaut qui ouvrira pour nous une nouvelle étape et un nouveau chapitre de cinéphilie décalée, et également de Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, qui est arrivé lui dans ce studio avec une surprise. Il nous en dira plus dans une dizaine de minutes. Et puis Salam Okran nous rejoindra sans doute, lui qui vient régulièrement dans cette émission nous parler d'aspects singuliers de l'actualité toulousaine. Même Lucas Lemoff nous a laissé entendre qu'il viendrait nous retrouver, histoire de boire l'apéro. C'est vous dire aussi, ce soir, il y a du monde. Allez, Caramel Mou numéro 896, c'est parti, et c'est tant mieux. Mardi 15 décembre, 5 jours après l'annonce gouvernementale du report de la réouverture des salles de spectacle, cinéma, musée, les acteurs de la culture étaient appelés à l'appel de la CGT Spectacle à des rassemblements dans plusieurs villes de l'Hexagone. À Paris, sur la place de la Bastille, ils étaient environ 5000 à manifester, 2000 à Nantes, 200 à Lyon, environ 300 à Toulouse, au plus fort des 3 manifs qui se sont additionnés au fur et à mesure de cet après-midi d'action. Ça a commencé aux Beaux-Arts à 13h30 avec la colère des plasticiens et des artistes visuels pour demander la réouverture des lieux d'exposition, de diffusion de l'art et du spectacle vivant, mais aussi pour réclamer un statut d'urgence pour ces artistes qui ne sont même pas considérés comme des intermittents du spectacle. Ça s'est poursuivi devant la cave Poésie. Ils étaient là 250, rejoints ensuite par quelques plasticiens qui s'étaient déplacés depuis les Beaux-Arts pour rejoindre le deuxième cortège à la cave Pau, et également pour écouter les 2 interventions du poète activiste Serge Pey avant de déambuler dans les rues de Toulouse en cortège vers le théâtre du Grand Rond, 3e lieu de regroupement. Occasion de discuter, de se donner des nouvelles, de crier faiblement quelques slogans fustigeant des décisions jupitériennes tellement à géométrie variable qu'elles en sont incompréhensibles. Et tout ça sous un ciel gris menaçant et une fine pluie de début d'hiver. Du coup, l'ambiance était bien morose. Faut dire que les décisions martialement énoncées par Jean Castex jeudi dernier l'avaient largement plombé. Restent ces questions plutôt lancinantes. Pourquoi 3 manifs? Pourquoi ces revendications éparpillées? Pourquoi cette volonté de partir chacun au combat? J'ai pris mon micro et je suis allé voir. Claire Hugonnet. Alors moi je suis multiface parce que, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, je suis à la fois artiste, photographe. Je fais partie d'un collectif qui monte un festival de photographie qui s'appelle Manifesto depuis 18 ans maintenant. Je suis également travailleuse de l'art. Je suis coordinatrice d'un réseau d'art visuel, art contemporain qui s'appelle Air de Midi sur toute l'Occitanie. On recouvre 35 structures d'art contemporain. Je pense qu'on est arrivé à un seuil de désespérance au niveau des artistes, auteurs. Plus de reconnaissance, un tel mépris. Il y a un dégoût généralisé. On va continuer la lutte. On va réouvrir les lieux. On va continuer à créer déjà de toute façon. On va continuer à militer et puis dès que les lieux pourront réouvrir, on va y aller, on va donner de nous, on va donner aux autres, on va aller voir les spectacles des autres, on va aller voir des expositions, on va s'imprégner au maximum jusqu'à la prochaine, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est plus à l'abri maintenant, on le sait, on a peur. Mais la lutte continue et on va continuer à exister au maximum, quoi. Thérèse Pitt, artiste plasticienne et travailleuse de l'art. Moi, je suis là pour réclamer un statut décent pour les artistes puisque le statut existant ne correspond pas du tout à nos activités et ne nous permet pas de cotiser au chômage, etc. Donc là, c'est un peu une réaction aussi à cette non-réouverture des lieux, notamment d'art visuel. Pour nous, c'est annulation d'expos, annulation d'éditions. Seules les résidences peuvent perdurer. Donc la précarité s'ajoute à la précarité puisqu'on n'a pas de cotisation, puisqu'on ne peut pas prétendre au chômage. Et donc c'est le cercle vicieux jusqu'à la misère. Bonjour, je suis Philippe Pité, je suis artiste plasticien.
Je suis ici parce qu'en fait on est dans un moment où on devait aujourd'hui, le 15 décembre, pouvoir rouvrir les lieux de diffusion de l'art. Et en fait ces lieux sont fermés pour des raisons sanitaires. Par contre, d'autres lieux restent ouverts, des lieux de non-culture et de commerce. On trouve que c'est relativement pas équitable. Donc voilà, donc nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir au moins avoir une équité dans le traitement de ce qui se passe. Après, derrière ça, avec Artistes en grève Occitanie, nous travaillons sur le statut d'un artiste. Nous n'avons rien, pas de chômage. Nous, on revendique un peu notre statut de travailleuse et de travailleur comme les autres. Voilà, donc c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, pour faire entendre notre voix. Nous ne sommes pas des intermittents, nous sommes solidaires de toutes ces luttes. Nous sommes, disons, encore moins bien logés que les intermittents. À ton avis, pourquoi aussi peu de monde sur cette manif? C'est aussi le problème de l'éclatement, c'est-à-dire qu'on a une population de personnes qui sont très très éclatées, qui travaillent seuls, ils sont dans leur univers. Alors en grève Occitanie regroupe sur l'ensemble de la région Occitanie un millier de personnes. Je m'appelle Claire, je suis artiste plasticienne et je travaille à Toulouse. Je fais partie du mouvement Art en grève et en fait les lieux sont fermés, ils devaient réouvrir les lieux culturels. Et pour nous en fait d'être considérés comme inessentiels, ça nous a fait mal. C'est pour ça qu'on est venu aux Beaux-Arts à Toulouse pour manifester, pour dire que voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Le statut des artistes plasticiens, on est les grands oubliés en fait. L'État parle des intermittents, parle du secteur de la musique, du secteur du spectacle, mais les plasticiens, donc l'art contemporain, les centres d'art, nous on est vraiment les derniers oubliés, quoi. Bonjour, je suis Mademoiselle Kat, je travaille dans les arts visuels. Je suis plasticienne, je travaille plus particulièrement dans la rue, dans l'espace urbain. Beaucoup d'artistes sont précaires, plus de 80% sont en dessous du niveau social qu'il faudrait. Il y a des artistes qui sont partis à la retraite après avoir cotisé auprès de la Maison des artistes durant des dizaines et des dizaines d'années et qui n'ont rien. Il fallait faire ce coup, je dirais, de médiatisation poétique avec des couvertures de survie qui sont à la fois un symbole mais aussi qui rendent cette couleur or beaucoup moins or qu'elle n'est. Ouais, je suis Seb, MC, rappeur, slammer, militant. Aujourd'hui, on est devant la cave Poésie pour le rassemblement du SAMIP. On vient demander à ce gentil gouvernement qui nous empêche de travailler de nous payer, ma foi, puisque les aides qui ont été apportées l'année passée, c'était très intéressant, ça a aidé les structures et c'est très bien. Mais aujourd'hui, on réclame des salaires pour les musiciens. Et donc, on a déposé un projet sur le bureau de Roselyne Bachelot de financement de résidence et de cachets et de sessions de spectacle. Aujourd'hui, il y avait 3 rassemblements. Il y avait celui aux Beaux-Arts, celui ici devant la Capo et puis il y en a un autre tout à l'heure à 18h. Je trouve qu'on est un peu trop corporatiste en fait et que d'une façon générale, à Toulouse, depuis 3 semaines, il y a 7 ou 8 manifestations par semaine. Un coup les animateurs, un coup les aides-soignants, un coup la sécurité. En ce moment, on a l'électricité et Air France qui sont aussi en piquet de grève. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on trouve un moyen en fait en janvier de se rassembler. On n'est effectivement pas avec les mêmes revendications à chaque fois, mais au final on s'adresse aux mêmes personnes. Enfin peu importe le mot d'ordre, moi je pense que c'est le moment quand même de marquer le coup et de dire que ces politiques néolibérales qui sont encore appliquées de façon démesurée aujourd'hui, on n'en veut pas. Voilà, quelques échos donc de la manifestation, des 3 manifestations de mardi après-midi concernant les gens du spectacle vivant, mais également les artistes plasticiens. Et vous l'aurez compris en écoutant ces diverses interventions de gens qui étaient en train de manifester mardi après-midi, il y a plusieurs revendications qui pour le moment n'ont pas encore retrouvé de plateforme commune, on va le dire comme ça. C'est d'ailleurs ce que va nous expliquer Manu Pomar, que l'on va écouter en suivant. Manu Pomar, un chroniqueur habituel de cette émission qui vient régulièrement nous parler de la chose des arts visuels, mais quand il n'est pas chroniqueur dans cette émission, il a aussi une autre vie, c'est un artiste, c'est aussi quelqu'un qui dirige le centre d'art Lieu commun, et donc mardi dernier, il était avec ses collègues en train de manifester. On va l'écouter tout de suite, qui nous parle de cette manifestation protéiforme et qui nous donne quelques réflexions que lui a suggérées ces 3 manifestations. Billets d'humeur enregistrés ce matin au téléphone. Mardi 15 décembre, tous les lieux de culture
aurait dû peut-être réouvrir. En tout cas, c'était ce qu'avait annoncé notre Premier ministre. Je ne vais pas dire son nom, je n'en ai pas envie. Évidemment, c'était contraint selon l'évolution de l'épidémie. Donc on peut comprendre que si cette épidémie ne baisse pas, les lieux ne puissent pas rouvrir. Néanmoins, on peut être étonné du fait que les commerces le restent. Alors, ce n'est pas que nous souhaitions opposer les uns et les autres, mais on a tous dû passer un moment par un hyper ou supermarché, ça arrive. Et on voit bien qu'il n'y a aucune jauge, que nous sommes très très nombreux dans ces lieux, qu'on tchaupine tout, qu'on le repose, ça arrive aussi, que les conditions de sécurité, ils sont plus que fragiles. C'est pour ça, je pense, que l'ensemble du secteur culturel, aussi bien spectacle vivant, musique et art visuel, sont en colère, vraiment, sont dépités, sont découragés de ne pas avoir pu ouvrir, parce que depuis, entre les deux confinements, nous avons tous pris les mesures nécessaires pour que l'accueil des publics en nos lieux se fasse en toute sérénité, d'autant plus que nous étions sur des jauges très très faibles. Je sais que nous, à Lieu commun, lorsqu'on a ouvert les 3 semaines avant le second confinement, nous étions sur une jauge sur 500 mètres carrés d'exposition sur 2 niveaux dans 3 espaces différents de 10 personnes. 10 personnes évidemment mobiles, qui ne sont même pas assises, qui sont masquées avec évidemment du gel à disposition. On peut donc légitimement affirmer que nos lieux sont plus sécures que les hypermarchés, voilà. Et donc mardi 15 sur Toulouse, voilà, il y a eu 3 vagues de protestations. Moi, j'ai participé à 2 d'entre elles. La première que j'ai co-organisée avec mes camarades d'Art en Grève Occitanie. Donc, effectivement, il y a peut-être une lutte un peu parcellaire, mais comme toujours, nous, dans le champ des arts visuels, on est un peu les parents pauvres, rarement, voire pas évoqués. Donc, nous sommes dans l'obligation d'affirmer notre existence, de l'imposer. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes réunis. Nous étions une 50aine sous la pluie froide de décembre, avec nos couvertures de survie, avec nos tracts, nos messages devant les Beaux-Arts de Toulouse. Pourquoi devant les Beaux-Arts de Toulouse ? Parce que simplement, je veux dire, c'est à la fois, c'était un moment pour protester contre cette non-réouverture des lieux, c'était à nouveau pour nous l'occasion d'appuyer sur la nécessité de l'évolution de notre statut d'artiste-auteur. Et bon, devant une école, un lieu de formation, de penser en solidarité à la jeunesse, à ceux qui vont arriver sur un marché du travail, parce que ce que nous revendiquons justement, c'est que les artistes ne sont pas des mythes, ce sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres. Ensuite, je me suis rendu devant la cave Poésie. Il y avait moins de couverture de survie, effectivement, ça s'étiole dans la durée et la distance. Il y avait évidemment plus de monde, c'était à l'appel de syndicats du spectacle vivant, mais j'ai senti là aussi finalement quelques dissensions entre syndicats, entre direction de lieu, de qui prend la parole, qui ne la prend jamais. Donc je crois que nous avons un réel travail les uns et les autres à apprendre à nous connaître, à nous respecter. Voilà, un travail de savoir pour que tous ensemble nous partagions avec nos publics nos différentes réalités et de sensibiliser à l'impact que cette crise va avoir sur notre secteur, parce que il va y avoir évidemment un impact économique, mais je crois aussi qu'il y a un impact symbolique qui va être très dur à dépasser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la culture a été classée comme non essentielle, donc à nous de revendiquer que nous sommes inessentiels. À partir de là, c'est une brèche aussi bien pour certains
certaines politiques locales de se dire c'est peut-être l'occasion de pouvoir se débarrasser d'équipements qui sembleraient nous coûter trop cher. Donc c'est inessentiel, autant couper les vivres. Et je pense que malheureusement ça va arriver. Et c'est aussi en direction de publics que nous ne touchons pas, parce que une grande partie de notre travail, c'est de sensibiliser de nouveaux publics, de démocratiser, de sensibiliser. Et là aussi, dans l'esprit de ces personnes, pourquoi aller vers quelque chose d'inessentiel ? Une nouveauté musicale toulousaine, un nouveau groupe qui s'appelle Boll, avec un haut barré à la façon des Scandinaves. Un jeune groupe toulousain amené par le guitariste et compositeur Cédric Laval pour une musique qui évoque tout à la fois les expérimentations du jazz progressif des années 70 et l'énergie de certains groupes scandinaves comme Jaga Jazzist début des années 2010. À noter que ce sextet se prépare à enregistrer un premier EP qui sortira fin mars, début avril. Enfin, s'ils peuvent le sortir à ce moment-là. Affaire à suivre en tout cas. D'ici là, on écoute tout de suite Cherche tout. Donc du groupe Boll, nouveau sextet jazz toulousain.
Voilà, Ball, nouveau sextet à tendance jazz toulousain, Sur tout ou sur 2, je ne sais pas comment il faut dire, C-H-U-R et le chiffre 2, sur 2, ils sont sur 2. Donc ce groupe Ball qui s'apprête à sortir un premier EP qui devrait sortir au début du printemps 2021. Jean-Pierre Lérac. Plein de choses qui vont sortir au printemps 2021. Oui. Là, il y a un sacré embouteillage. Entre ceux qui étaient déjà programmés pour septembre et ceux qui n'ont pas pu sortir aux dates normales et qui ont prévu de sortir eux aussi en septembre, On se dit ça, le printemps 21 va être terrible. Le printemps va être terrible, oui. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Lérac, on est là pour parler de musique. On évoquera tout à l'heure assez rapidement un événement qui va se passer à Luce Saint-Sauveur. On en a largement parlé dans cette émission, mais on le rappellera une dernière fois. Mais c'est pas ce qui va faire l'objet de votre chronique hebdomadaire. Voilà, j'ai un petit peu dérogé à la règle aujourd'hui. C'est vrai que toute l'année, on a présenté les projets qui en fait n'ont pas joué. Donc on s'est permis de présenter tous ces projets toulousains qui sont dans les boîtes. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu déroger un petit peu. Et voilà, je vais vous faire... Oui. Projet que l'on verra sans doute là aussi au printemps. Au printemps, bien sûr. Donc j'ai pensé que dans le contexte, c'était bien de parler de cochonnerie. Voilà, on approche des fêtes, enfin ce qu'on appelait avant les fêtes, donc on va parler de cochonnerie. En fait, cochonnerie, c'est pas parce que c'est le nom qui m'a amusé, c'est un album qui est en fait une petite merveille. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas le dernier album de Pierre Perret, on pourrait le croire, mais c'est pas du tout ça. C'est un album d'un saxophoniste de Chicago qui s'appelle Dave Rampeis. Et Dave Rampeis, alors je vais dire tout de suite, comme ça on va mettre les choses à plat. Pour moi, et il est clair que c'est le grand saxophoniste actuel. C'est-à-dire, en ce moment, c'est pour moi ce qui se fait de mieux en sax très, très largement. Alors bon, c'est vrai que son nom n'est pas encore dans tête de gondole et c'est un peu dommage. C'est peut-être aussi parce que, encore une fois, les gros festivals n'ont pas fait leur travail. Oui, enfin, les gros festivals aussi, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, mais ils auraient pu commencer, ils auraient pu le repérer. On va pas reparler de ça, mais c'est toujours l'éternel problème. Donc ce Dave Rampeis, moi, c'est un musicien que je trouve exceptionnel. Il joue du ténor et du baryton, mais surtout du ténor. C'est surtout pour ça qu'il est connu. On l'a découvert en Europe avec le quintet de Ken Vandermark, qui est lui aussi un saxo américain, qui est à peu près de la même génération. Et nous avons eu la chance, pour ceux qui suivent les aventures du pavé, de le voir sur les scènes toulousaines avec The Bridge. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un saxophoniste flamboyant. Avec quelle formation il était venu au Bridge ? Alors, je pense que c'était le Bridge 14, ça vous dira pas grand-chose de plus. Non, comme ça, non. Mais ce que je peux dire dedans, c'est qu'il y avait Christine Wawrowska, il y avait Peter Orens. Ça me dit déjà un peu plus. Ouais, il y avait Didier Lasserre, il y avait quand même pour moi un des meilleurs bridges comme ça qu'il y a eu. On était sur du free jazz. On va réexpliquer un peu le bridge pour les gens qui prendraient l'émission en cours de route et qui ne l'auraient pas écouté depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'à force d'en parler, on a l'impression que tout le monde connaît The Bridge. Le bridge, c'est une opération lancée par un journaliste, musicien, mais aussi pédagogue, mais aussi anthropologue, musicologue. Une tête chercheuse qui s'est mis dans la tête, justement. Il s'appelle Alexandre Pierrepont, d'ailleurs. Voilà, Alexandre Pierrepont qui s'est mis dans la tête de faire une connexion entre les musiciens de musique improvisée et de jazz européen et les musiciens de Chicago. Plutôt de Chicago, voilà. Plus précisément. Et donc, régulièrement, il y a des tournées qui sont organisées là-bas ou ici, en France. Et quand elles arrivent en France, ça s'appelle The Bridge. Et à chaque fois, c'est des formations différentes, sur des projets musicaux différents, sur des esthétiques différentes. Et donc, voilà, le Bridge 14 intégrait ce saxophoniste. Voilà, intégrer ce saxophoniste. C'est vrai que ça marche super bien. En fait, Toulouse est un des relais en France de cette opération. Et Chicago, pourquoi Chicago ? Chicago, on le connaît surtout pour le blues, évidemment. Les abattoirs, mais ça, c'est autre chose. Mais les gangsters, mais enfin, c'est surtout au niveau de la musique, c'était plutôt pour le blues, mais aussi du free jazz. C'est vraiment la plus belle scène de free jazz au monde. Mieux que New York presque. Et donc, d'ailleurs, notre ami Dave Rampeis est un musicien de Chicago. Voilà, donc ça c'était donc Dave Rampeis. Là, on va écouter le Cochonnerie. Donc c'est un groupe, ça s'appelle le Dave Rampeis Percussion Quartet, avec qui il a sorti plusieurs disques. Dedans, il y a Ingebrigtsen
Aker Flaten, alors ça c'est un magnifique contrebassiste qui est norvégien et qu'on a pu voir avec le trio The Thing, voilà, le trio de Mats Gustafsson, encore un grand saxophoniste, peut-être son alter ego en Europe, le saxophoniste suédois. Et puis après 2 batteurs, Tim Daisy et Frank Rosali d'ailleurs, qui est un musicien, un batteur américain mais qui vit à Amsterdam. Voilà, donc si vous voulez, là on retombe sur le vrai free comme les années 70. Là on retrouve le son d'Albert Heiler, le son de Coltrane, les fins de vie. Et là, on est sur des formats vraiment de free jazz, puisque là, le premier morceau, ce qu'on on va écouter un extrait, il fait 32 minutes. Voilà. Ouais. Donc pendant 32 minutes, il improvise dessus. Ouais. Et c'est tout simplement époustouflant. Bon, on va peut-être en écouter que 3 ou 4 minutes. Voilà, peut-être 32 minutes, mais peut-être ça sera difficile d'arrêter, je vous le dis, parce que là, ça, au fur et à mesure, on va de plus en plus loin. Mais c'est époustouflant, mais je suis vraiment très content de partager ça avec vous. Vous verrez, Marc Lazaro est un roi du chanteur, il va nous chanter ça tout à l'heure, tout en douceur, ça va être formidable. Simplement, cet album s'appelle donc Cochonnerie, et c'est un album qui vient de sortir ? Non, ça ne vient pas de sortir, mais c'est assez récent. D'accord. Mais il est très actif, il a sorti un disque avec le groupe Talk lillois, qui est magnifique aussi. Vraiment, c'est un musicien à suivre pour les gens. Évidemment, il faut aimer le free jazz un petit peu, c'est un son très free, mais c'est vraiment un très beau saxophoniste. Eh ben on l'écoute tout de suite, Dave Rempis avec son quartet, le Percussion Quartet, donc extrait de cet album Cochonnerie, morceau unique, 32 minutes, on en écoute quelques minutes. Merci Jean-Pierre.
Voilà, le quartet percussion de Dave Rampis, saxophoniste chicagoan, proposé ce soir par Jean-Pierre Lérac, je vous le rappelle. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Allez, on passe à une autre caution artistique, morale, je sais pas, mais on va dire artistique. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir. Eh bien, écoutez, ça fait vraiment plaisir de vous entendre dans cette émission. Ça change un peu de nos relations téléphoniques que nous avions depuis 1 mois et demi pour fabriquer ces émissions. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux en fait. Ah ouais. Par contre, c'est bien. Voilà. Par contre, on va être obligé d'abréger l'apéro à la fin de l'émission parce que à 20h, couvre-feu. Ah ben oui. Eh ouais. Ben, c'est comme ça. Ah ben c'est comme ça. Donc, entre la dernière fois où l'on s'est téléphoné et aujourd'hui, il y a eu les annonces de Jean Castex de la semaine dernière. Vous voulez dire Père Castex. Voilà, Père Castex. Je l'imagine toujours avec une soutane comme Ouais, ça. ouais. Alors, outre le fait qu'il pourrait être un excellent 2e ou 3e rôle dans une comédie navrante française, on l'imagine toujours aux côtés de Philippe Castelli ou de Jean Lefebvre. Vous voyez, quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est mon avis, mais je trouve qu'il a un côté Père Castex, un peu vieille France comme ça. On l'imagine, je sais pas, son repas de Noël avec ses 14 enfants, voyez comme ça, la soupière au milieu de la table, le personnel de maison, voilà, qui vient servir, vous savez, comme dans ces films un peu désuets où on servait 2 cuillères de soupe et ça suffisait. Voilà, c'était effectivement une autre époque. Mais je suppose que ces annonces ont dû vous faire plaisir. Ça va vous laisser des soirées entières et des journées entières à regarder des DVD pour le coup. Ah oui, mais pour le coup, oui. Alors ça, pour le coup, ça laisse du temps. Mais je sais pas si c'est du bon temps. Vous voyez, voilà. Alors je précise que je travaille à la Cinémathèque et que donc évidemment la Cinémathèque de Toulouse est fermée. Oui, après avoir retenté d'ouvrir, de fabriquer des programmations. Voilà, de fabriquer des programmations, de les défaire, de les refaire. Enfin, c'est une espèce de petit jeu comme ça. C'est rigolo, c'est un Rubik's Cube, finalement. Un petit peu abstrait. Hein, voilà, au moins le Rubik's Cube, on le touche, mais là c'est un petit peu abstrait et c'est très énervant. Bon, je vous rappelle quand même que Jupiter nous a demandé en mai dernier de nous réinventer et c'est ce que vous faites finalement depuis 6 mois. Il vous reste plus qu'à trouver un tigre pour le chevaucher. Oui, mais là, la réinvention, croyez-moi, là ça suffit un peu. Hein. Bon, allez, de quoi qu'on cause ce soir, puisque dernière émission de l'année, vous aviez l'habitude de nous présenter 2 ou 3 films pour égayer nos réveillons de fin d'année, notamment la grammaire. J'ai bien peur que cette année, la grammaire, elle passe à l'as. Eh bien, figurez-vous, c'est absolument la même chose. C'est Noël, et je ne sais pas pourquoi, Noël... Il y a l'esprit. Il y a cet esprit de Noël, en fait, qui est là. Hein, eh bien, moi, je pense cannibalisme. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est l'obscénité des supermarchés, de tous ces étalages de choses à manger, de foie gras, de magret de canard, etc. J'adore le magret de canard, mais peut-être pas à Noël. Voilà, je trouve qu'il y a une certaine obscénité dans tout ça. Et je sais que l'année dernière, je vous avais fait une rubrique sur le cannibalisme. Oui. Et bien alors là, je me suis dit, tiens, je vais à nouveau parler de cannibalisme parce que j'y ai repensé, voilà, tout simplement. Mais alors je me suis dit, comment, parce que j'avais parlé de films de cannibales italiens, mais comment je vais arriver à me renouveler? Alors je vais pas me renouveler, je vais parler de films de cannibales, mais indonésiens. Ah oui. Donc la semaine dernière, vous nous aviez parlé d'un film d'horreur philippin. Voilà. On reste dans la même région. Eh ben voilà, oui, plus ou moins. Là, on part en Indonésie. Alors, je vais vous parler d'un film complètement extraordinaire. Je vais te le pourrir, ton Noël Castex. Tu vas voir, quand mamie va voir ça, elle va pas du tout être contente. Même tes enfants, tes petits-enfants, enfin, toute ta famille ne va pas être contente. Ça va être terrible, tu vas voir. Je vais te l'envoyer. J'ai ton adresse mail. Donc, l'île de l'enfer cannibale, 1980. Au moins avec le titre, on sait ce qu'on regarde. Alors voilà, alors là on y est, alors qu'il est un film de Siswaro Gautamaputra. Alors pardonnez mon indonésien. Voilà, alors très bizarrement, le titre original de ce film s'appelle Primitif. Bon, au moins, on sait où on est. Le sujet du film, on va y passer très vite, c'est 3 étudiants à la recherche d'une tribu primitive. Dans la jungle indonésienne, parce que c'est tourné
en Indonésie. Forêt primaire. Exactement. Et alors, le film de cannibale est avant tout italien. Et c'est un genre qui, participe de tous les excès, vraiment. Très bizarrement, c'est quelque chose qui est né au tout début des années 70, avec un film qui s'appelait, je crois, Au pays de l'exorcisme de Umberto Lenzi, qui était un démarquage d'un film que vous connaissez bien, qui était Un homme nommé Cheval. Oui, voilà. oui. C'est-à-dire qu'on a toujours dans les films de cannibales ce combat, en fait, civilisation, primitivisme, etc. Donc, du coup, comment on va s'en sortir, etc. Est-ce qu'on est fait pour vivre dans la jungle? Bien entendu que non. Pourquoi? Parce qu'il y a des serpents et des araignées, et que c'est dégueulasse, et c'est que ça pique, et que c'est que ça fait très mal, et après on est très malade. Et pour revenir à Un homme nommé Cheval, là c'était pas un film de cannibale, c'était un western. C'était un western, voilà. oui. Mais en gros, c'est on est sur les mêmes schémas. Donc là, du coup, on est en 1981, on est en Indonésie, et L'île de l'enfer cannibale est une copie conforme d'un film dont j'avais parlé d'ailleurs, je crois, l'année dernière, qui s'appelle Le dernier monde cannibale de Ruggero Deodato. Alors là, donc, on a une sorte de contrefaçon du film de cannibale qui était déjà une contrefaçon de film américain. Donc là, on est un peu dans les poubelles du cinéma. Alors, les cannibales indonésiens, est-ce qu'ils font quelque chose de différent que les cannibales italiens? Non, on peut pas dire ça. Par contre, il y a un truc très très intéressant, c'est que le cinéma indonésien ne supporte pas la nudité. Donc, alors on peut pas voir un bout de sein, un bout de fesse et tout, etc. Ce qui était permis dans le cinéma italien à l'époque. Donc, on se retrouve donc avec un de ces étudiants qui est joué par Barry Prima. Je vais en reparler parce que c'est une star du film d'action. Donc indonésien, et ça c'est son premier vrai rôle au cinéma. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus? C'est la religion et le massacre d'animaux. Alors ça c'est très curieux parce que alors là du coup là en Indonésie, pof, on se la donne, on voit des crocodiles découpés, des serpents, etc. C'est des vrais, c'est absolument dégueulasse. Moi je ne supporte pas, mais je suis là pour pourrir le Noël de Castex. Je vais lui envoyer, je vous le garantis. Donc à la fois on se retrouve avec d'un côté une version un petit peu édulcorée de ce que faisaient les Italiens et à la fois une version beaucoup plus hard que ce que faisaient les Italiens par rapport au massacre d'animaux. Alors à la fois il y a un truc complètement incroyable, donc justement c'est ce Barry Prima, cette star donc du film d'action indonésien. Il le deviendra plus tard parce que là c'est un film de cannibale, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a un petit peu de kung-fu, parce qu'on est en Indonésie et puis qu'il le pratiquait très bien. Et bien là en fait on n'a pas un acteur tout nu, on a Barry Prima en slip. Et oui. Voilà, donc c'est complètement incroyable puisque au bout de demi-heure en gros on a ce garçon qui passe tout le film en slip. Je me disais que pour déguster un cadavre, lui laisser ses vêtements, c'était un peu indigeste. Exactement. Et puis surtout, il y a l'ouverture du film, parce que ça s'ouvre en fait sur une poursuite. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la jungle. Alors, il y a quelqu'un qui se fait poursuivre donc par des cannibales. Vous voyez, c'est un petit peu tendu, etc. Et quelle est la musique qui est proposée là-dessus? C'est We Are the Robots de Kraftwerk. Alors, est-ce qu'un film qui débute comme ça peut être mauvais? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Il faut absolument voir L'île de l'enfer cannibale 1980 de Siswaro Gautama Putra. Ah ouais. Et peut-être que Jean Castex m'invitera. Et mamie ne sera pas contente, ouais. Je vous le garantis. Faites gaffe, il est qu'à contacter en ce moment. Oui, mais non, mais ça, moi je m'en fous, c'est pas grave. Donc voilà, Jean, ça t'est dédié, voilà, enfin Père Jean, devrais-je dire, pour pourrir ton Noël, pour pourrir le Noël de tout le monde, pour en finir avec cette obscénité, l'île de l'enfer cannibale. Et ça, c'est formidable. Voilà, conseil assuré par notre bon professeur Thibault ce soir. Écoutez, on va pas se souhaiter bonne fête, on va se souhaiter à l'année prochaine, ça sera déjà pas mal. Oui, mais je vous garantis, un petit film de cannibale, en fait, à Noël, ça marche. Ça décrypte. Moi, je vais, alors, par exemple, et ça, c'est vrai, moi, je vous le dis, je me fais toujours une petite projo à Noël, et en général, c'est toujours un petit film de cannibale. Ah oui, quand je pense que chez nous, on regarde l'intégrale de Star Wars, ouais. Voilà, faites ça à l'apéro, à 18h, voilà, il faut pas faire ça très tard dans la soirée, mais à 18h à l'apéro, etc. Et au final, ça permet de comprendre toute cette obscénité. Bon, écoutez, on essaiera. Allez, à l'année prochaine, professeur Thibault.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Cause I know you're far in another kind of life. You only see the bar. Do you remember I'm your wife? With empty eyes and trembling hands, every night you try to follow me, seeking your way home, lost in a blur of the dark. Shall I stay here with you, looking to my own life falling into pieces? I should burn your cigarettes and break all of your bottles. Should I hold your head so it does not burst on the ground? And I should stop cleaning your vomit and let you sleep in it. Mama told me not to go, cause she knew you my friends. The mama said this is wrong, my daughter, love is the end. Mama saw it the first time she met you, and then she tried to protect me from you, my friend. Maybe death through your glass, everything seems to be normal. But can you please realize, oh no, can you do something right? Shall I stay here with you, looking to my own life, falling into pieces? I should burn your cigarettes, break all of your bottles. Should I hold your head so it does not burst on the ground? I should stop cleaning your vomit and let you sleep in it. The mama told me not to go, cause she knew you my friend. Mama said this is wrong, my daughter, love is the end. The mama saw it the first time she met you, and then she tried to protect me from you, my friend. The mama told me not to go, cause she knew you my friend. Mama said this is wrong, my daughter, love is the end. Mama saw it the first time she met you, and then she tried to protect me from you, my friend. She tried to protect me from you, my friend. Voilà, on vient d'écouter Ika Elsewhere. Ika, jeune chanteuse toulousaine qui, elle, a sorti un EP il y a une quinzaine de jours. Son petit EP s'appelle Black Dust, 5 morceaux absolument fantastiques avec cette voix plutôt rare, complètement habitée, qui va chercher
qui va chercher des influences autant dans les chants chamaniques que dans le blues, avec cette espèce de vibrato complètement étonnant qui traverse ces 5 morceaux. Une artiste à suivre l'année prochaine. On l'a eu en interview la semaine dernière au téléphone. Elle reviendra début janvier pour nous reparler de cet album. Normalement, elle doit passer au métronome dans l'année. En tout cas, quelqu'un vraiment à suivre avec une voix très marquée et très identifiable. Donc Eka, Elsewhere, c'est le nom du morceau. Black Dust, c'est le nom de son EP déjà téléchargeable sur toutes les plateformes de streaming et sur toutes les plateformes de vente d'albums. Voilà, allez, on passe avec la dernière chronique de la soirée. Martine Legrand est injoignable, donc je pense que l'on parlera du théâtre à Tanor, à Toulouse, à Albi, et de la scène nationale d'Albi une prochaine fois, mais on n'arrive pas à la joindre. Par contre, Salah Mokrane, lui, est arrivé en métro depuis les Isards, où actuellement se passe un petit événement. Les Isards s'illuminent. Il nous en parlera peut-être durant sa chronique, sinon on en parlera juste à la fin de l'émission. Salah Mokrane, bonsoir. Salut. Voilà. Ça va? Donc vous avez bien tourné dans la fac? Ah non, mais voilà, je connais par cœur. Là, je suis pharmacien, ça y est. C'est parfait. On appelle ça une reconversion réussie. Allez, on vous écoute. Donc depuis le 15 décembre dernier, les théâtres, les cinémas auraient dû rouvrir. Mais les théâtres, les cinémas et les salles de concert sont restés fermés. Le nombre de cas de contamination ne baisse pas, au contraire, il a même augmenté. Mais les lieux qui étaient fermés restent fermés pour que les cas de contamination n'augmentent pas dans les lieux fermés. Sors de ce corps, Raymond DeVos. Sors de ce corps. Donc, comme je l'ai vu sur la page Facebook de Lucas, ici présent, c'est allez tous vous faire annuler. Bon, à ce stade-là, c'est plus des gestes barrières, c'est des gestes arrière. Les restes des salles de concert. Les salles de concert, tu m'as cherché, Lucas, indirectement, mais bon. Les salles de concert restent également fermées, les bars et les restaurants aussi. Mais là, pas de surprise, ils ne devaient pas rouvrir, les bars et les restaurants. Eh bien, moi, je dis tant mieux. Je dis tant mieux parce que l'heure est grave. Et ces lieux qui nous paraissent a priori si sympathiques peuvent se révéler des lieux de perdition, de déshérence. Alors pas à cause de l'alcool qu'on y sert, parce que moi depuis le mois de mars dernier, je ne suis pas redescendu en dessous de 0,8. Donc, mais l'heure elle est grave, parce que je demande à Jean Castex, encore lui. Mais c'est sa fête aujourd'hui. Mais surtout à Roselyne Bachelot, alors pas parce qu'elle est ministre de ce qui n'est pas essentiel, mais surtout parce qu'elle connaît bien Hanouna. Et en l'occurrence, ça peut servir. Je lui demande donc d'interdire la réouverture des salles de concert tant que les albums de Gad Elmaleh, Chante Nougaro, ne seront pas tous mis au pilon. Parce que oui, tu as bien entendu, vous avez bien entendu, Gad Elmaleh chante Nougaro, il sort un disque de reprise de Nougaro. Il nous fait ça à nous. Mais pourquoi? On n'y a rien fait, nous. On a respecté les gestes barrières, on a annulé nos festivals. Mais pourquoi il nous fait ça? C'est pour nous punir de la liste Archipel, c'est ça? Enfin, moi, je sais pas, peut-être vous croyez, je sais pas, bon. Mais pire, il est même venu le présenter sur la péniche qui porte le nom. Mais c'est un truc très sérieux, c'est un truc très grave. Il y a même une reprise de Toulouse dessus. Je l'ai entendu cet après-midi sur Internet, avant de venir, je l'ai écouté. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous punir donc, de la liste Archipel ou de notre accent, parce que chanter Toulouse avec un accent mi-parisien, mi-malachi, c'est un peu un message quand même. À Jean Castex, peut-être, pour son accent. C'est en gros, bon, alors, il chante mieux que moi, mais je vais quand même essayer de... Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré. Il dit pas de coups de poing, il dit de coups de poing. Bon, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter une telle arnaquèche. Déjà, ça fait des années qu'on supporte Dick Carnegie dans la région sans rien dire. Mais au moins, bon, lui chante Bruxelles, mais pas Toulouse.
Manquerait plus que Image se reforme ou que Armengo, Yvan Cujous et Magid Serfi nous sortent un album. Ou que Hollande se représente à la présidentielle. C'est quand même une sale période. On a perdu les élections. Le TFC est en Ligue 2. Gad Elmaleh reprend Toulouse. Bon, ça, j'ai déjà dit. Le village de Noël, place du Capitole, est annulé. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a même une autre bonne nouvelle. La gauche est unie pour les régionales. Non, c'est un monde parallèle. Non, je déconne, c'est une blague. Ne me dis pas que tu y as cru. Parce que je t'aurais placé que la 3e ligne de métro ouvre en septembre, qu'Airbus embauche, que les loyers sont encadrés à Toulouse, que Carole Delga soutient les Gilets jaunes et que le marché aux puces revient place Saint-Cernin, enfin, parvis Jean-Paul II. Ou que Philippe Douste-Blazy soutient le professeur Raoult. Enfin, ça, c'est vrai. Il le soutient. Donc, en fait, sous tes airs cyniques, t'es un grand naïf. Il paraît même que tu me l'as dit hier au téléphone, que tu as envisagé qu'on serait tous unis la semaine dernière devant la Capco, ou devant le Grand Rond, enfin, qu'ensuite on allait tous boire un coup au bleu-bleu. ouais, c'est ça, ouais. Bon, en fait, c'est la fin de l'année, on va pas se miner, faut qu'on reste positif, enfin, ou négatif, je sais plus. Voilà, et on se dira à l'année prochaine. En tout cas, Salam Okran vient de se trouver un sujet de reconversion, lui aussi, le stand-up. Le stand-up, on va le retrouver sur une scène tout seul face à un public. Voilà. Ouais. Et Salam, merci en tout cas. On va écouter un dernier morceau de musique. Les Isars s'illuminent, c'est en direct sur le Facebook du Tactique. Voilà. Et juste avant d'écouter une dernière petite chanson de Lucas Lemoff qui a sorti son grand piano droit pour nous jouer ce morceau. On va parler vite fait de petits événements qui se passent ce week-end à Toulouse parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, les marchés de Noël. Alors là, des marchés de Noël, il y en a partout. IPN à l'entrée du Faubourg Bonnefoy fait le sien demain après-midi. L'Imaginerie rue Arago, c'est pas très loin. Lui aussi fait son marché de Noël. C'est un lieu qui fait autant dans la diffusion d'art que dans les cours vers des enfants, puisqu'il y a des cours d'art plastique dans ce lieu, l'Imaginerie. Mixar Miris fait aussi son marché de Noël demain à partir de 13h. Marché de Noël aussi à la Poudrière. Ça se trouve 13 rue Paul Descamps, quartier des Fontaines, à 2 pas du théâtre Garonne. Manuel Pomar vient de m'envoyer un petit message pour me dire que demain après-midi également, à partir de 16h, il y a le marché de Noël de lieux communs qui se déroulera. Et puis toujours demain à partir de 14h45 sur les allées Jules Guesde, pas très loin du théâtre Sorano, et en prélude à la manif contre le projet de loi dit de sécurité globale, le collectif Ozar, etc. proposera l'Absurdistan et son double, représentation artistique, poétique et revendicative du monde des cultures. Enfin, ce soir à partir de 19h sur la web radio Cafpo, concert en ligne de Femousté. Et puis si vous avez internet également ce soir, ça a déjà commencé en direct sur les pages Facebook du Centre social des Isars, mais aussi sur la page de l'association Isars Attitude ou sur celui du Tactique Collectif. Et bien, vous aurez droit à un tout petit programme concocté par ces équipes culturelles et sociales du quartier des Isars. L'opération s'appelle Les Isars s'illuminent. En ce moment, Amit Sissi, le chef du restaurant La Pente Douce, doit donner des cours de cuisine. Ce soir, blind test à partir de 20h et juste après, il y aura une session DJ avec DJ Parasite. C'est en direct, c'est à la télé, donc sur ces sites internet. Et nous, on va se quitter dans 2 minutes, mais juste avant, on voulait vous proposer un chant de circonstance. C'est bientôt Noël. Eh oui. Et Lucas Lemoff, présent dans cette émission ce soir, est arrivé avec son petit instrument. Alors pas du tout, il était là et c'était pas du tout prévu, j'étais juste venu boire du vin blanc. Et je précise que je sais pas encore si c'est pire que Gad Elmaleh reprenne Toulouse ou que Jean-Luc Moudinque reprenne Toulouse. Vous voyez ouais, je sais pas encore. Bref. Et pour les deux, c'est fait. Et pour les deux, c'est fait malheureusement. Je vous propose une micro-goguette, comme on appelle ça. Alors ça s'appelle Vive Véran, ça fait...
Vivérand, Vivérand, Vivérand d'hiver, qui reste là en pipotant comme son ami Blanquer. Vivérand, Vivérand, Vivérand d'hiver. Plus de Noël, plus de jour de l'an, c'est pour sauver grand-mère. Voilà. Bon, c'est très simple, c'est très efficace. Voilà. Je savais que j'avais bien fait de venir. Vous justifiez au moins l'apéro qui vous a été offert cet après-midi. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé. L'année 2020 s'achève en carafe. On se retrouve en 2021, sans doute, peut-être en direct, peut-être aussi. On n'en sait rien. Juste avant de se dire au revoir, deux petits mots sur une dernière actualité qui va se passer pendant le week-end du 29, 30 et 31 décembre prochain. Ça se passe à la radio, ça aura lieu depuis Luz Saint-Sauveur, opération festival d'hiver du festival Jazz à Luz. Festival radiophonique, voilà. De toute façon vous serez coincé chez vous, ou alors peut-être vous aurez loué un chalet, mais de toute façon vous serez obligé d'écouter, vous pouvez écouter la radio, donc il y aura 3 jours de musique donc et de concerts en direct. Donc sur Fréquence Luz, et vous trouverez ça sur le site www.jazzaluz.com. Voilà, et pendant 3 jours, que de la musique et des belles paroles. Voilà, et c'est là-dessus que s'achève ce Caramel Mou, le 896e du nom. Merci à tous ceux qui y ont participé, merci à tous ceux qui l'ont écouté. On se retrouve en 2021, ça sera une bonne nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous saviez ce qui se passe dans le studio, tout le monde est en train de se rhabiller vite fait, en se disant, il me reste plus que 3/4 d'heure pour arriver à la maison avant les contrôles policiers du couvre-feu. Allez, salut les filles, on est pressés, bye. Caramel. 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 Caramel.